Merci beaucoup à l'Espace Mendes France et puis merci aussi évidemment à Bruit de Langue de nous recevoir. Alors, je pensais commencer, donc la forme que ce moment-là va prendre avec Céline Minard, ce sera vraiment une forme de dialogue, mais je vais repartir d'un certain nombre d'extraits de texte qui vont nous permettre de revoir en fait plein de choses qu'on a déjà abordées dans la journée et j'espère de réfléchir un petit peu à tout ça. Et on pourrait commencer par revenir sur donc, toujours ces récits post-apocalyptiques, parce que pour articuler toujours le non-advenu et le déjà là, comme on l'a dit ce matin, ça semble un bon point d'accroche. Et c'est quelque chose que Jean-Paul Angélibert, dans Fabuler la fin du monde, lorsqu'il étudie tous les récits post-apocalyptiques actuels, que ce soit dans la fiction cinématographique ou dans la fiction littéraire, a déjà un petit peu dit, en fait, lorsqu'il donc, évoque ces fictions qui ont une visée critique, il dit que c'est la prise en compte dans notre présent de l'éventualité effective d'une catastrophe, tout en étant une manière de lutter, et on l'a dit aussi ce matin, contre le présentisme. Le présentisme, c'est cette espèce de, si je résume, le de temps informe dans lequel on serait pris et qui empêche toute pensée et du passé et du futur. Et donc, en ce sens-là, écrire un récit qui se passe dans l'avenir, c'est déjà une manière de réintroduire du jeu dans notre époque, dans notre présent. Et pour commencer par Le Dernier Monde, donc ce texte où Stevens, dans lequel Stevens, qui est le dernier humain à avoir survécu après une catastrophe qui aurait fait disparaître tout le reste de l'humanité, parcourt la Terre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément dit dans l'entretien d'hier et qui est assez intéressant aussi, c'est que pour supporter la solitude et pour survivre, il va se passer quelque chose dans Stevens, c'est qu'il va se scinder, ou en tout cas son être profond va se segmenter en plusieurs personnalités, où il y a plusieurs facettes de sa personnalité qui vont ressurgir et qui deviennent des personnages qui dialoguent. Et je vais vous lire un petit passage où l'un fait une sorte de reproche à l'autre. Vous allez voir, je pense aussi à qui il parle. Et avant de lire le passage, je tiens aussi à peut-être attirer votre attention sur, puisqu'on en a parlé, sur les temps verbaux dans l'extrait qui évoluent. On va commencer au passé composé. À un moment, on passe au présent et on finit sur le futur. Donc, peut-être, voilà, à réfléchir. La terre était assez grande et vous l'avez bouffée. Comme des porcs, vous vous êtes rués sur l'or et le pétrole. Vous avez souillé les rivières et les mers. Vous avez pollué les imaginaires, imposé partout vos structures. Vous avez fait des animaux des ennemis. Votre monde étroit, vous l'avez plaqué en tout lieu. Exécutez les réfractaires, aveuglez les autres hommes, dévorez, broyez toute forme de vie qui n'était pas la vôtre. Les arbres, les montagnes, les oiseaux n'ont pas bougé, les lions ne se sont pas levés, les tribus ne se sont pas rassemblées contre vous. Et tu penses encore que c'était une erreur tactique, mais regarde-toi, Aïdjouna, regarde autour de toi, regarde. Tu es mort et je renaîtrai. Les crocodiles sont mes frères, j'ai des cousins chez les pythons. Je connais des pierres qui gardent le cœur chaud de mes ancêtres, oui, de mes foutus ancêtres, de ces putains de civilisations immobiles, et leur cœur est chaud et pulse dans la pierre. J'ai des totems. J'ai passé des traités avec d'autres vies animales. Je suis reliée à d'autres vies animales, la forme humaine peut disparaître. J'ai le choix. Mon flux ne s'éteindra pas avec ma voix, tandis que toi, tu es mort. Ta vie est un enterrement. Ce qu'il te reste de temps, tu l'enterres. Tu construis ton cercueil, tu le suis et tu le précèdes. Un cadavre, on le mange ou on le plante. Mais toi, rien du tout. Tu ne te décomposeras pas, tu entends. Tu ne deviendras pas. Bon. Dans cet extrait, je pense qu'il est déjà difficile de dire que ce personnage de Lawson, ici, ne s'adresse pas aussi un petit peu à nous, en tout cas à l'humanité occidentale, qui a en plus un certain rapport avec la nature, le vivant, et aussi à l'archive, parce que c'est une question un petit peu dans cet extrait. Mais peut-être pour reparler un peu de cette histoire du récit de la catastrophe qui nous installe dans un moment entre présent et futur, comment vous pensez peut-être cette question des temps, de l'articulation des temps, et de vous adresser peut-être aussi, ou de faire que vos personnages s'adressent en partie à nous, au présent, depuis un point de vue futur. Ouais, c'est assez compliqué là, c'est dense.
Oui, mais c'est très intéressant les temps. Parce qu'effectivement, si on pense à futur antérieur, non mais des fois je me suis pris la tête avec cette histoire de grammaire. Qu'est-ce que c'est qu'un futur antérieur? C'est génial. C'est devant, derrière. C'est le présent. Ou quoi? Même pas, c'est devant et derrière. Donc on nage quand même en plein. C'est une drôle de conception. Donc effectivement, quand on écrit un récit d'anticipation qui fait appel en fait à des formes archaïques de société ou de civilisation déjà disparues, on est dans cette espèce de futur antérieur, impossible et néanmoins lisible. C'est la langue qui fait ça, c'est la magie de la grammaire et puis après de la littérature. Mais déjà, on peut dire ça, qu'on a inventé des temps pour nous exprimer, pour exprimer quelque chose qui sont vraiment des constructions fictionnelles qui ouvrent des sortes de brèches dans le temps qui s'écoule et qui aurait une flèche, quoi, qui serait vraiment du passé vers l'avenir en passant par le présent. Et bien, dans cette linéarité hyper simple, la langue française, en l'occurrence, a développé des espèces des fonctions qui créent des kystes ou des brèches ou des poches. Et c'est juste génial. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Mais il faut s'en servir. On peut s'en servir. Voilà, mais vraiment, à plusieurs reprises, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce temps-là? Qu'est-ce que c'est? C'est comme une fiction juridique. C'est comme... qu'est-ce que c'est une fiction juridique? Ça, c'est aussi complètement... waouh. Et c'est pour dire aussi que la fiction a des effets sur l'appréhension du réel, sur le réel, j'en suis convaincue, et sur son appréhension. Ça commence par les effets sur l'appréhension du réel pour passer dans le réel. Et le futur antérieur en est une possibilité, quoi. Et il se trouve que donc, Plasma, qui est un autre récit qui se passe dans le futur, on l'a un petit peu dit déjà hier, a un point de vue un petit peu différent. Parce que donc on retrouve le genre de l'anticipation, mais on n'est pas après l'apocalypse. Soit l'humanité a survécu, ou une forme d'humanité qui s'est transformée a survécu. En tout cas, ou alors on est vraiment dans l'après, mais on n'est plus dans ce moment d'entre-deux. On est vraiment dans un après assez radical. Et en même temps, tout le livre est placé sous le signe de la suspension. Dans l'après, mais dans la suspension quand même. Donc suspension, le moment, je ne sais pas comment on pourrait le définir ou comment vous le définiriez, mais le moment où le temps semble s'arrêter brièvement avant que quelque chose n'arrive. Ou après. Ou après. Ou après que quelque chose soit arrivé, ouais. Aussi. C'est un peu les deux, en fait. C'est un peu... Et d'ailleurs, c'est le seul... Enfin, j'ai réfléchi après je m'en suis rendu compte après. Dans Olympia, c'est pareil. C'est le même instant, en fait. La même très courte durée. Olympia, je raconte vite, c'est une femme qui a existé, qui s'appelait Olympia Medalchini Pamphili, et qui a construit en fait le pape Innocent X. Et l'ayant construit, elle s'est permise de régner au travers de lui. Donc elle a porté le pape comme un masque le temps de son règne, une dizaine d'années, un peu plus, je crois. Je me souviens plus. Et puis, le pape est mort, donc elle n'avait plus de masque et elle a été donc, chassée du pouvoir. Elle avait fait des dettes, tout ça, enfin, comme tous les papes. Auparavant, elle en avait même fait plutôt moins que les précédents. Bon. Et moi, je la fais parler parce qu'évidemment, elle a été assez écartée de l'histoire. On ne voit pas vraiment de statue en pied à Rome qui
montre la papesse dans toute sa splendeur. Néanmoins, il y a quand même un buste d'elle dans la galerie. Oui, je vais faire bref là. Doria Pamphili qui fait face à Innocent X, et c'est le Bernin qui l'a sculpté. C'est absolument somptueux. Bref. Et donc, j'ai rencontré ce buste, cette femme, et je me suis dit qu'elle avait dû être vraiment énervée à la mort du pape. Et donc, je la fais parler pendant 1 heure à peu près. Et c'est le moment de sa chute. Et en même temps, donc c'est une grosse soufflante, hein, c'est une vraie colère. Elle finit par noyer Rome et tout ça, hop là. Mais c'est ce moment-là où c'est la perte de son pouvoir réel. Et en même temps, c'est la démonstration du pouvoir performatif de son verbe. Donc elle est à l'apogée, vraiment à l'apogée de sa puissance, quoi. C'est plus que de la puissance, c'est plus que de la puissance, c'est du pouvoir. C'est déjà un acte. Voilà, c'est passé dans le registre de l'acte. Et cet acte, c'est celui de dire fort. Et ça prend place exactement au moment où ça s'effondre. Donc c'est 1 heure entre la gloire et le déclin, et c'est les deux en même temps. Plasma, c'est pareil. Tous les mondes qui sont exposés, si on veut, dans les différents chapitres ou nouvelles, peu importe, dans les différents textes, sont pris et un peu à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où l'explosion d'un monde unifié a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. Ouais, c'est comme si on voyait la Terre, le noyau terrestre, ça pète au milieu, ça explose dans tous les sens, et nous, on est là en l'air. Ta. Sur chacun des bouts, enfin pas chacun des bouts, mais sur des gros bouts, et on prend la température, l'ambiance, l'épaisseur de terre de chacun des morceaux qui a constitué le seul monde. Enfin, c'est le même monde, mais à des époques différentes, avec des visions différentes et dans des milieux différents, à travers des corps différents. Et c'est ce moment-là de suspension. Voilà, il y a par exemple un des chapitres qui se termine sur des gamins qui jettent un numérique, c'est-à-dire une représentation 3D de la Terre animée, en l'air, et la prof en fait s'arrêter le film, boum, là, alors qu'il est à la verticale. On verra pas la descente. Et dans tous les textes, c'est pareil. On est après l'explosion et on ne voit pas la descente. Souvent, c'est ça. Et c'est comme ça que je l'ai pensé, hein, enfin, en essayant de rester dans ce moment-là indéterminé entre la gloire ou le sommet d'une civilisation et sa chute, et c'est concomitant, c'est coexistant. On peut peut-être voir un petit extrait d'Olympia justement pour voir comment le texte marche, parce que je trouve que c'était vraiment la question ou la chose sur laquelle je voulais revenir sur l'extrait que j'avais en tête. Pour moi, c'est vraiment entre pouvoir et impuissance. Je suis d'accord que c'est... Enfin, comme on est suspendu, il y a un équilibre un peu parfait. Et pour le montrer, moi, j'avais pensé à la toute fin de son monologue, parce qu'on voit bien... donc, la malédiction. Enfin, après, il y a vraiment aussi le texte, et comme c'est un mélange de malédiction et d'injure aussi, puisque Rome est décrite, je dis, comme l'immense salope pourrie de mouches qui crut sécréter la civilisation, tandis que la basilique Saint-Pierre, c'est ce complot, cette conjuration de courtisans, cette machine de décorateurs pétés montée en graines. Voilà, c'est assez incroyable. Et donc, on a à la fin... un moment un peu ramassé aussi, où c'est vraiment la malédiction de Rome doit être enfouie sous les eaux, en fait. Elle doit être noyée. Alors maintenant, j'ai un peu des scrupules à lire le texte, puisqu'on a dit hier que c'était extrêmement difficile. Par petits bouts, ça va. C'est la fin. Est-ce que vous voulez lire? C'est vraiment la fin. Il y a 2 pages. Qu'il pleuve,
que dans toutes les maisons, cours et courettes, les tonneaux, les masques, les dragons, les vasques suintent et transpirent, que le facchino s'enivre et répande son vin translucide, que l'Aqua Felice, dans sa mostra encadrée de légionnaires en cuirasse, de paysans, de moutons, s'effondre sur Paulus Ponte-Max et son Moïse à double menton, double corne de barbe et cheveux, qu'elle l'inonde. Que la Navicella tombe du Coelho démonté par la Marana Mariana, devancée par les ciboules de son emblème arraché, cascadante. Que le Tibre s'enfle. Le Tibre, le Flumen Tiberis, Ramo destro, Ramo sinistro et la Renella, qu'il s'enfle, qu'il bouffisse, qu'il avale le trésor de blé des rois maudits, la Tibérine, qu'il l'engloutisse, qu'il gonfle, qu'il enfle et monte au mur des quais, aux piles des ponts, qu'il dévore le ghetto et le portique d'Ottavia, qu'il franchisse l'Aventin comme un Rubicon, qu'il entre en armes dans l'enceinte et l'emporte sur la toge et la pourpre, qu'il gonfle, qu'il s'outre, qu'il s'ouvre, et qu'il rejoigne la fosse de l'épouse de la vallée des enfers, la cloaca et la cloacula, qu'à mes 4 fleuves il s'arrime, qu'il s'adjoigne le Danube et le Nil, la troupe des Amazones déferlante, qu'il s'avance, outrepassé, qu'il s'avance comme l'Arnaud à Florence pour noyer le déluge lui-même. Voir ça, putain le voir. Voir mon dernier soupir et tes lauriers en cendres, moi seul en être cause. Et vous connaissez la suite. Ben voilà. Alors, ouais, c'est Corneille. Oui, c'est Horace. C'est le personnage de Camille. C'est une citation, en fait. C'est parce que j'ai pas mal piqué quand même aussi. Et la suite de la phrase, c'est moi seul, enfin, c'est moi seul en être cause et mourir de plaisir. Là, je ne dis pas parce qu'elle est déjà morte. Il y a un truc aussi intéressant là au niveau du temps que vous choisissez, parce que c'est un subjonctif. Enfin, toute cette malédiction, c'est du subjonctif présent. Ouais, mais c'est celui qui a la valeur de l'impératif en fait. C'est le subjonctif de volition et c'est un ordre en fait. Et je trouve que le fait d'avoir choisi ça, on est vraiment aussi entre pouvoir et impuissance, parce que un ordre, enfin. S'il est exécuté, c'est vraiment la définition même de l'acte. Et en même temps, l'ordre, il y a toujours un moyen de ne pas le suivre ou que la formule magique n'opère pas. Et donc, dans ce cas, c'est juste une formule en puissance, quoi. Ouais. Donc, et alors, mon hypothèse là, fictionnelle avec Olympia, Rome n'a pas été engloutie par les eaux. Mais elle envoie dans son imprécation la peste sur Rome. Et ça a eu lieu. Elle en est morte, d'ailleurs. Parce que c'est cocasse. Et donc, je mets quand même en place, oui, aussi le performatif qui marche et celui qui ne marche pas. Donc, on rejoint absolument ce que vous dites et où cet impératif n'en est pas un. On peut revenir quand même un tout petit peu sur Plasma aussi pour montrer, parce qu'on a parlé de la suspension, mais il y a aussi quelque chose de très physique dans la suspension qui a lieu dans Plasma. Et notamment au début, on le voit tout le temps, mais déjà, donc le texte est placé sous l'égide de Ursula K. Le Guin, qui est donc une autrice américaine de science-fiction. Génial. Oui. Et donc, je lis juste quand même l'extrait. C'est Brigham, ce sont des bêtises tout ça. Raconte-nous donc une histoire, le vieux, ou la vieille d'ailleurs. Ou toi, vieux Tirésias, qui stridule comme un grillon. Raconte une histoire qui a une vraie fin, au lieu de recommencer sans arrêt comme ça, pour aboutir à un imbroglio qui, par nature, ne suit ni ne précède rien, mais reste là, suspendu, à se mordre la queue. Donc, on est déjà dans la suspension, dans un récit qui ne va pas forcément avoir une forme tout à fait habituelle. Et alors, peut-être aussi pour montrer, pour faire voir un petit peu cette histoire de mouvement en suspension, le premier texte s'appelle « En l'air » et ça parle pas mal d'acrobates. La salle bourdonne d'électricité. Ils sont tous là.
Ils attendent dans le noir, caméra en veille, capteur éteint, à l'arrêt depuis qu'ils ont pris place un à un dans l'ordre, en silence, immobile. Galvan est debout sur la plateforme de départ, chaud, étiré, frémissant. Il attend le faisceau de lumière qui le lancera dans l'action. Il sait comment passer les 20 secondes entre le coup de projecteur et l'envol. Les yeux fermés, concentré sur la disparition progressive du phosphène provoqué par la poursuite qui le reprendra et ne le lâchera plus durant les 35 minutes à venir. Si tout va bien. Rodrigue est en train de grimper en contrebas face à lui. Il l'entend. Léna le rejoindra dans quelques secondes en pleine lumière. Elle s'appuiera sur son épaule pour saisir la barre. Ils percevront alors tous les trois le déclic unique des 3000 capteurs réactivés. Galvan respire avec application. Il compte. Sa transpiration commence à imbiber son intégrale sous les aisselles, au creux des genoux et des reins. Le tissu gonfle imperceptiblement. La ventilation s'amorce. Il regrette son antique léotard en graphène qui puait bien avant la fin de l'échauffement. Mais plus aucun humain n'est autorisé à circuler sans sa gaine électro-organique connectée. Il traite toutes les données, tout le temps. Et ce n'est pas maintenant, pas ce soir, qu'il va y échapper. Alors là, oui, il me semble qu'on voit bien presque le moment où on va prendre son élan. C'est suspendu avant l'élan, avant l'acrobatie, c'est des trapézistes notamment. Oui. Et aussi, il me semble que la chose qui est... Oui. Je peux juste... Ouais. Parce que ça me fait penser... Effectivement, ils sont avant un mouvement qui va être... de se suspendre quand même en l'air sur une barre qui n'est pas très grosse, avec les mains. Mais la fin du grand jeu, c'est une ligne tendue entre deux pics où le personnage, la narratrice, va peut-être s'engager. Donc c'est une slackline, c'est pas un fil de funambule comme chez Olivier Rosenthal, où c'est le fil des funambules, il est assez épais et il est dur, il est raide, il est tendu comme ça. Donc on marche dessus sans assouplir, alors que la slackline c'est souple, ça s'enfonce avec le poids du corps au fur et à mesure de l'avancée. C'est plus ou moins souple, hein, mais c'est quand même souple. C'est obligé de s'affaisser un peu. Et c'est la fin du roman. Et j'ai amené toutes les choses pour que le lecteur se retrouve devant cette slackline qui est large de 2,5 cm, au-dessus du vide. Et le personnage va s'engager, peut-être pas, va tomber, peut-être pas, je ne sais pas. Et c'est une façon d'amener le lecteur jusqu'à cet apic et ce passage possible en disant débrouillez-vous. Vous pouvez faire aussi demi-tour. De toute façon, c'est la fin du livre, il est trop tard pour faire demi-tour. Mais en tout cas, la suite vous appartient et il s'agit quand même d'un gouffre, d'une action possiblement mortelle et d'un engagement total. Et ça me fait penser à... C'est la même chose. J'adore les situations extrêmes ou limites, en fait, les situations limites de corps, les états limites de conscience, tous les moments où ça peut basculer, où tous les fils de narration, on peut tomber d'un côté ou de l'autre et complètement changer de monde, passer dans les hiatus. Je ne sais pas... Mais si c'était exactement sur ça que je voulais revenir, c'est-à-dire sur deux éléments. Déjà, le premier, c'est que j'ai arrêté là la narration, c'est pas la fin de cette histoire-là. Mais un truc, c'est quand même que vous êtes très forte en effet de suspens. Et c'est un truc que vous aimez bien. Enfin, je pensais, il y a des suspensions tout le temps et les personnages sont suspendus. Mais les effets de suspens, ils sont quand même assez multiples. Et c'est quelque chose dans lequel vous amenez le lecteur assez volontiers. Je ne sais pas si c'est un truc très ménager, très conscient ou si... Mais donc ça, c'était la première voie, les effets de suspens, comme aussi une autre forme d'attente toute possible.
Et l'autre chose, c'était par rapport à justement cette question des possibles narratifs qui sont vraiment, enfin, qui sont dans tous les livres. Il y a toujours beaucoup de choses, de narration potentielle ou de choses en germination un peu dans les textes. Mais dans Plasma, c'est assez évident, comme c'est des séries de textes, et même s'il y a une forme de complétude évidemment dans chaque narration, ça démultiplie quand même. Alors, et ça lutte contre une espèce de mécanique narrative unique où le but c'est d'être du côté, en fait, où toute la narration est tournée entièrement vers le dénouement. Là, la démultiplication, l'idée de récit en puissance, je sais pas est-ce que c'est vraiment tout le temps jouer sur les potentialités de la fiction? Est-ce que c'est une manière aussi pour d'engager le lecteur dans des récits potentiels et de dire ah mais je t'ai amené là sur le bord du précipice et maintenant je sais pas quelle serait la place en fait du lecteur, ou comment vous conceptualiseriez je sais pas si vous y pensez comme ça, mais cette position là dans laquelle vous nous amenez aussi d'être un peu suspendu. Oui, en fait, pour moi, la lecture, c'est vraiment un acte, c'est vraiment une expérience. Et la lecture, c'est une expérience que j'ai besoin de faire, que j'aime faire quand elle me déplace, quand elle me dérange, quand elle me sort de mon fauteuil d'une certaine façon, de mes habitudes de lectrice. Et j'ai des vieilles habitudes de lectrice. Et donc, je deviens de plus en plus dure à déplacer, forcément. Mais j'aime quand c'est ça, quand je ne sais plus lire. Quand en lisant, je ne sais plus lire. Et c'est ce que je cherche à faire. Je ne cherche pas à perdre le lecteur, disons, pas tout de suite, disons. Mais je cherche quand même à ce qu'il soit déplacé par ce qu'il est en train de faire. Mais trouver des lecteurs, c'est-à-dire des gens qui lisent ce qui est écrit, et entre les lignes de ce qui est écrit, qui lisent vraiment, c'est-à-dire qui s'engagent dans un processus où ils ne sont pas en train de se dire « je connais déjà tout ça », où ils ne reconnaissent pas déjà tout ça. Vous voyez, de découvrir le texte vraiment en le lisant, et ben c'est hyper rare, parce que ce qu'on aime bien faire quand on lit aussi, c'est de mettre des charentaises. J'aime beaucoup les charentaises. Mais je trouve que voilà, j'en ai une bonne paire à la maison et ça me suffit comme charentaise, mais charentaise. Et que quand je lis, même si des fois c'est bien d'avoir des lectures tout à fait confortables et rassurantes, ou je sais pas, c'est quand même aussi un usage possible de la lecture. Néanmoins, l'expérience vitale de la lecture, pour moi, c'est d'être bougé, c'est pas une histoire de dépaysement, hein, c'est une histoire d'enrichissement. C'est comme avoir tout à coup un 7e sens ou un 8e sens ou une 6e dimension. C'est ça, c'est génial. Ça ouvre. Et voilà. Mais pour se laisser, pour arriver à avoir cette lecture-là, il faut faire confiance un tout petit peu à l'écrivain et se laisser trimballer par monts et par vaux, dessus du vide, pas dessus du vide, etc. Quoi. Bon. Et pas reconnaître tout de suite, mais reconnaître après, ça va aller, je suis pas folle, normalement on suit. Et zut, je viens de perdre un truc que je voulais dire. Ah. Sur la lecture, déplacer le lecteur. Par exemple, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Énigme Marcheur, qui est écrit en attaché, tout est attaché, c'est n'importe quoi. C'est du français, c'est en français, hein, et c'est attaché, mais les mots sont mal coupés, donc il faut presque lire à voix haute pour comprendre le sens. Et puis, en attendant, vous partez sur 1000 pistes différentes parce que les mots écrits sont quand même mal attachés ou mal détachés, et vous envoient sur des pistes d'interprétation différentes, alors que le sens, vous l'avez qu'en lisant à voix haute, en verbalisant, vocalisant vraiment. Et voilà. Et là, vous dites, voilà, je ne sais plus lire du tout. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Or, il se dégage un sens quand même, au milieu de tous ces sens. Et bien ça, par exemple, j'adore ça.
Et puis c'est pas un effet de, ça a vraiment vraiment un sens profond avec ce qui est raconté dans ce livre, qui est un livre post-apocalyptique aussi, d'ailleurs, un vrai celui-là. Et c'est toujours pas ce que je voulais dire. C'était sur les possibles. Oui, c'est les changements de registre aussi que j'aime bien, mais c'est pas non plus ça que je voulais dire. Oui, aide-moi. Peut-être, enfin, l'effet de suspens du lecteur, tout ça, est-ce que c'est prévu et dans quelle mesure parce que déplacer le lecteur, ok, mais quand même le suspendre à des moments. Après, tu as répondu un peu sur le côté expérience, quoi. Oui. Vraiment. Mais ça reprend la forme, en fait, des livres qui ont un côté quand même. C'est tout à fait compréhensible, mais roman expérimental aussi, dans le côté. On n'est pas dans un petit récit téléologique, ni une vision d'histoire où tout. Ah oui, ça y est. Voilà. Parfait. Mais non, mais c'est ça. C'est que je ne veux pas finir. C'est ça. Je veux dire, tous mes romans, toutes mes tentatives sont des tentatives de ne pas finir. Bon, ça, il y a un truc dans Bastard Battle, et ça se finit par l'histoire ne finira, je crois. Hein. Ouais. Voilà. Bon. Et en fait, c'est ça. C'est cette façon de ne jamais en finir avec l'histoire. En finir avec l'histoire qui vient d'être racontée ou qui va être racontée. C'est comment raconter en le faisant tout en n'épuisant pas le fait de raconter, d'en raconter une autre, de raconter la même un tout petit peu différemment. Et je pense qu'il y a voilà. Pour moi, il n'y a pas d'inédit, on n'invente rien, on fait, je ne sais pas s'il y a du nouveau, on s'en fout un peu. Mais il y a des façons de réagencer qui n'ont peut-être pas été tentées, qui ont peut-être, ou qu'on va répéter, mais un peu différemment. Et c'est ça notre boulot, en fait, et de répéter un peu différemment. Et de ne pas finir, de s'arranger pour ne pas finir. Alors j'ai des fins qui ne sont pas des fins, c'est frustrant pour certains lecteurs, lectrices, je m'en fous. C'est comme ça. Et c'est ma façon à moi de conjurer aussi, évidemment. Hein. Y a une conjuration là-dedans, dans cette histoire de ne pas finir, c'est ne pas mourir. Bon, c'est très basique, hein, mais enfin, c'est pas mal. On peut s'attarder un petit peu sur Bastard Battle, justement. On en a déjà parlé, mais c'est un moment, c'est un livre où on voit particulièrement... la manière qui est récurrente dans les livres de superposer et les temps et les espaces aussi. Et peut-être qu'on peut lire un petit passage où on le voit assez nettement, qui est un passage de bataille. Mais comme il y a des guerriers qui viennent un peu de partout, et on est sur plein d'espaces, est-ce que tu veux lire ou je m'en charge comme tu veux ? Comme la veille, nous laissons entrer la cavalerie porte-Ars. Sitôt levé la herse, sitôt baissé, mais cette fois, il en passe un plein escadron. Les katanas rutiles dans le jour gris, trempés d'huile et tranchent dans la viande, aux jarrets des hommes sur les chevaux, aux jambières, aux épaules, aux bras toujours, pour la florinière. Akira, au plus près de la porte, quasi dans les pieds des bêtes, esquive et coupe à double rebras. Son sabre ruisselle de sang, dégorgeoir plein, vole et tranche en éparpillant 1000 gouttes rouges Nakara. Il est à cet instant dans la forêt de bambous sanglants, dans la lumière, faucheur de vent porté par la grâce du mouvement, friche danseur et lent, foudroyant éclair immobile, nuée de perles en suspens. Vipère d'une toise court sur les toits rue des Poutiles, où la cavalerie remonte, chassée par moi, par mes gens, la plupart démontés avant d'atteindre la rue Saint-Jehan. Ici, se mettent ces piétons en une grappe, face au porche, et chacun de mes broyeurs les charge à pas simples, enchaînés, tempes et genoux, col et coffre. Leur formation se relâche, s'agrandit. Nous allons traverser leur ligne quand, vipère d'une toise, du haut d'un toit, saute à leur centre et trace léant un cercle au rayon de son voulge. Ainsi en rond, attaqués mêmement par le cuir et par le cuer, ils sont comme le grain dans la meule, écrasés et pilés.
il n'y a pas trop de geysers de sang, là, c'est le début. Hein. Mais en tout cas, on le voit bien, il y a le manga, parce qu'on est quand même censé être donc, au Moyen-Âge en Haute-Marne, mais on voit qu'il y a Akira et son sabre. On voit aussi Vipère d'une Toise qui saute sur les toits, enfin qui vole même plutôt sur les toits, qui fait vraiment... c'est un personnage de film de sabre chinois. De kung-fu. Il y a les films de sabre, il y a les films de kung-fu, pas tout mélanger. Hein. Et il y a des mouvements de caméra qui sont très spécifiques à chacun. Quoi. Le sabre japonais, c'est le contraire de l'escrime française, enfin occidentale. C'est vous portez le sabre, vous le sortez, vous tuez, vous rengainez. Vous essorez, vous rengainez. Oui, pour pas trop salir la lame. Mais voilà, par exemple, les gouttes au ralenti, là, tout ça, c'est les films de chinois plutôt, de kung-fu, de bataille dans les bambous, là où ça vole, tout ça. Enfin, vous connaissez tous ce vocabulaire-là. Et voilà. Et donc à ça, j'ai mélangé les vrais combats du Moyen-Âge, à cheval, en armure, tout ça. Mais comme je disais hier, dans Tyran le Blanc, il y a déjà des types qui sortent des épées, des sabres et qui fendent les mecs du haut en bas, schlac, jusqu'à la selle et ils se séparent en deux comme ça, pouf. Et non, pas le cheval, hein, jusqu'au cheval, jusqu'à la selle. Cheval non inclus, faut pas charrier quand même. Et voilà, il y a des décapitations, il y a des geysers, tout ça c'est dans Tyran le Blanc. Mais voilà, comme j'essaye de bien mélanger tout ça et que ça tienne, que ce soit cohérent, que ce soit à la fois dans la même action, dans la même énergie aussi, à la même cadence, sur le même tempo, et que c'est de faire que la langue elle-même plus que ça, produisent la vitesse de l'action, et ben ça marche, je crois. Enfin, je veux dire, le mélange peut prendre en mélangeant, voilà. Il y a évidemment, là, les 7 samouraïs, ils sont pas possibles, puisqu'il y en a un qui vient de Chine, il y en a un qui vient d'Amérique, il a des petits pistolets à falpêtre. Et puis les autres, ils sont quand même beaucoup plus correctement médiévaux. Mais en fait, quand je relisais le passage en pensant à cette histoire d'être entre plusieurs temps ou entre plusieurs moments, je me disais, bon, il y a tellement de différences de chronologie mélangée qu'on doit être entre les temps. Et en fait, je trouve que le mélange est tellement un peu cohérent ou fonctionne justement dans un même mouvement. Je me disais, c'est pas ça qui se passe, c'est plutôt la création quand même d'un autre espace, d'un espace fictionnel où ça c'est possible. Et donc plus qu'une histoire de entre les temps, c'est une histoire d'espace. Et comme tu disais aussi hier, mais c'est la littérature c'est fait pour qu'on respire. Enfin, est-ce que c'est cette création d'espace là, est-ce que au fond toute cette manière d'amalgamer l'histoire, ça a pas l'histoire et les espaces aussi, ça n'a pas pour but de créer soit ce moment de lecture, si on le pense vraiment sur la logique temporelle, soit cet espace-là où on prend un petit peu du large par rapport à je sais pas, si c'est le réel ou le moment présent justement. C'est aussi ça, être un peu décalé quand tu veux bouger le lecteur. Oui, sûrement. C'est aussi arriver à une espèce de fusion des matériaux où l'anachronisme, par exemple, n'a pas de sens, quoi, parce que c'est pas des histoires d'historiens, c'est des histoires de fictionneurs. Même si, par exemple, pour Bastard Battle, j'ai beaucoup d'éléments de la ville telle qu'elle existe, Chaumont, au XIVe, mais je m'appuie sur des choses, je prends des choses, mais j'essaye de mener tout ça dans mon chaudron, dans ma cocotte minute, à un certain degré de température qui fait que les émanations de cette affaire-là créent une brume qui est l'espace littéraire, dans lequel les lecteurs sont gentiment conviés s'ils veulent bien quoi. Accepter d'avoir un peu chaud, mais là on a un peu chaud, par exemple.
Euh, et oui, pour moi, c'est ça l'espace littéraire. C'est cette magie, en fait. Hein. Je veux dire, on est dans le monde quand on lit, et il y a beaucoup de choses qui nous rattachent au monde, ou des oiseaux qui passent, un train qui... Enfin, peu importe. On n'est pas ailleurs quand on lit, on est là. Et pour moi, c'est vraiment une façon de rentrer dans le réel, que de lire ou d'écrire même des choses complètement barrées. Hein. Et sans cet espace mental, cet espace psychique-là, qui est aussi l'espace du rêve, sans cette ampleur, cette puissance qu'on a tous, imaginaire, eh ben, je veux dire, c'est pas du tout intéressant de vivre hein, sans ça. Alors, j'essaye d'enchaîner. Non. Non, mais il y a quelque chose qu'on voit dans Bastard Battle, mais qui est aussi là dans le dos de texte et qui nous a un peu occupés aujourd'hui. C'est sur la question de la révolte à venir ou des possibilités comme ça quand même de se rebeller. Dans Bastard Battle, les personnages, cette bande qui affronte le bastard, ils y arrivent à un moment. Donc c'est actualisé. Ils se révoltent vraiment, ils arrivent à tenir la ville, mais pendant un moment. Pas à la fin, quand même. Il y a une trahison c'est plus possible. Ils ne vont pas réussir à avoir ce côté. Dans Faillir être flingué, par contre, on a peut-être quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, ouvert ou optimiste sur le devenir de ce qui se passe. Donc Faillir être flingué, ce western contemporain, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas, mais qui présente tout un groupe de personnages très hétérogènes qui vont se retrouver en un lieu et qui vont fonder quand même un peu une cité, sans se le dire d'ailleurs, mais arriver à vivre ensemble, à coexister dans leurs différentes projections de vie, de ce qu'est l'existence pour eux, et en dehors de la loi, du shérif, avec leur propre fonctionnement, leur propre règle. Il y a un peu un rêve d'autogestion qui advient là. Et la fin du texte s'arrête quand même au début de cette fondation. Donc c'est très ouvert. On sait pas, on peut projeter que c'est le début de quelque chose de très fort. Ou la fin. Ou voilà. Et je me disais, donc dans plein de vos livres, il y a des révoltes, des actes d'insurrection. Est-ce que quand vous pensez à la représentation que vous allez faire de ces moments-là, est-ce que ça doit toujours rester un peu à l'horizon ? Est-ce que c'est toujours du potentiel ? Est-ce qu'on doit mettre comme ça ? Il y a forcément un doute, on ne peut pas être peut-être trop, je ne sais pas si ce serait naïf de juste représenter une révolte qui marche à coup sûr et qui donne quelque chose. Ou est-ce que c'est une question que vous vous posez ? Ou est-ce qu'on montre l'échec ? Ou est-ce qu'on suggère l'échec ? Non, je crois qu'on ne suggère pas l'échec. En revanche, effectivement, c'est pas... Alors, j'ai des problèmes avec le collectif. C'est quelque chose auquel je ne crois pas. Bon, voilà. Pas parce que, je veux dire, on n'arrête pas de voir que ça ne marche pas. Et néanmoins, les individus ne peuvent pas vraiment rester tout seuls. C'est compliqué. Il n'y a qu'à lire le grand jeu. Bon, de toute façon, on n'arrive jamais à être tout seul en plus. Sauf effectivement, mais même dans le dernier monde, il a beau être tout seul, et il s'éclate en trois, il s'invente des gens pour parler, quoi. Parce que s'il ne s'invente pas des gens pour parler, il ne peut pas maintenir son identité humaine. Donc, on est pris comme ça entre les désirs d'isolement et les désirs de société. Et donc, moi, ce que je mets souvent en jeu ou en lumière, c'est les moments de grâce, en fait, où le collectif est en train de se former dans un moment suspendu, un moment de charnière, de transition, où rien n'est figé, aucune relation aucune interaction n'est codée, n'est codifiée, n'est légiférée d'une certaine façon, et où tout est assez possible et de préférence respectueuse, pas mal, et pour faire
non collectif quand même à plusieurs, non ordonné mais fonctionnant. Enfin, vous voyez, tout ça est très fragile. C'est ces moments-là qui m'intéressent. Avant, bon, ben voilà, ils sont sur la plaine, ils se croisent de temps en temps, ils lisent leurs traces les uns les autres, et ils vont se retrouver dans un lieu qui va devenir un lieu commun. Le western, enfin le Faillir être flingué, c'était vraiment qu'est-ce qu'on fait de ce lieu commun qu'est le western, d'une imagerie qu'on a tous, enfin pas mal quoi, et qui voilà, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait des lieux communs, parce que c'est pas forcément une horreur un lieu commun, ça peut être quelque chose à intéresser, c'est pas forcément un cliché. Qu'est-ce qu'on fait d'un lieu commun où il y aurait pas de cliché, voilà, ça c'est un bon, voilà, c'est un bon truc ça. Bon, et voilà, j'ai reperdu. Et c'est ces moments-là, oui, voilà. Et ils arrivent à se retrouver, en fait, un peu par hasard, un peu pas, dans ce lieu, sur ce site, où peut-être ils vont fonder une ville. Et à partir du mot fonder, j'arrête. Parce que c'est le moment de la fondation où tout se crispe et se dégrade. Là, ils en sont à avoir des espèces de tentes, des baraques sans fondation, des trucs qui sont vraiment avec très peu d'impact, on dirait maintenant, écologique, qui peuvent être démontés, qui peuvent être transportés, qui peuvent être foutus par terre, c'est pas très grave. Il y a un type qui habite dans une maison qui est faite en bouteilles, en déchets de bouteilles, il y en a, voilà. Mais ils commencent quand même à construire, il y en a un qui fait des bains. Ah, ça commence à s'embourgeoiser, sérieusement. Ils ont des discussions philosophiques en trempant dans l'eau chaude, enfin, vous voyez. Et donc, ça commence vraiment... Ah, voilà. Et puis, on commence à parler de loi, et là j'arrête. Et là, j'arrête le récit, parce que ça va vraiment basculer. Et ce qui vient, c'est les colons, enfin, c'est les pionniers. Donc, et eux, ils vont vraiment construire en dur, etc. Donc, le moment de grâce, il est passé. Dans Bastard Battle, mais il fait l'objet de tout le livre quand même, avant, enfin, de Faillir être flingué. Dans Bastard Battle, c'est pareil. C'est des gens qui sont pillés, qui sont pillés par deux bâtards de Bourbon qui ont existé, hein, et qui étaient vraiment des coquillards qui trucidaient tout le monde autour, qui piquaient toutes les ressources. Et donc, c'est des gens qui sont pillés régulièrement depuis plusieurs années par ces deux-là. Et ils montent, exactement comme dans le Kurosawa, une bande très réduite de mercenaires qui sont 7 et qui vont défendre ce village. Et voilà. Et là, pareil, il y a des rencontres entre des gens étrangers venus d'ailleurs, etc. Ils s'entraînent ensemble, ils font plein de choses, ils installent des pièges, ils font des choses pour se défendre de l'ennemi. Une fois que c'est passé, c'est pareil. Ils vont pas s'installer, ils vont pas, voilà. Les autres vont reprendre aussi leur petite vie de paysans, un petit peu, bon, attachés à leurs biens, etc. Et c'est un moment, pareil, de grâce, où là, le collectif est plaisant, et utile, et plaisant, et où des choses se nouent sans rien serrer. Voilà. C'est des liens qui libèrent, c'est pas des liens qui étouffent. Mais ça, voilà, ça dure jamais très longtemps. Je vais peut-être laisser maintenant la parole. Laisser la parole au public. Si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur certains livres. Déjà, merci pour ce parcours et panorama qui dure depuis hier. Donc même si je connais pas tous les livres, mais cette histoire de rescaper le dernier du monde m'a un peu intéressé. Parce que je me disais, bon, d'un côté, parce que ça m'a rappelé, même si ça n'a pas grand-chose à voir au livre de Marlene Haushofer, le mur. Mais il est complètement différent, mais il y a une même problématique. Donc, être le dernier ou la dernière, donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que c'est à la fois effrayant, évidemment, et aussi libérateur, parce qu'on sait qu'on est vraiment
la dernière personne après, il n'y a plus rien. Donc on a cette liberté-là de s'organiser, de faire un peu, de prendre tout le large en fait qui existe. Est-ce qu'il y avait cette idée là-dedans? Donc je me demandais quoi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une liberté qui n'a pas d'objet. Une fois que vous êtes seul au monde, je pense que le mieux, c'est de se foutre une balle dans la tête. Hein. Quand même. En tout cas, c'est une tentation qui passe dans l'esprit de mon personnage parce que c'est écrasant et on ne peut pas vivre seul. Après, lui, bon, il va se faire des programmes politiques, il va vouloir nettoyer un peu tout le bordel qu'on a laissé, et il va péter des barrages, le barrage du Yangtze, il va nettoyer un peu. Voilà, mais à la fois en grand et en minuscule. Enfin, voilà, il y a aussi des jeux d'échelle. Ce que fait l'autrice Haushofer, c'est tout à fait différent. Elle est dans une bulle. C'est un très très beau livre, hein, si vous ne l'avez pas lu. Le mur invisible, c'est en Babel, voilà, 8,50. Et elle se retrouve enfermée dans un coin de campagne où elle est allée en week-end avec des copains. Les copains sont partis acheter des clopes, en gros. Et puis, dans la nuit, il se passe quelque chose d'assez mystérieux et les copains ne rentrent pas. Elle se dit, bon, ça c'est bizarre et tout. C'est très bizarre parce qu'ils ne rentrent vraiment pas, quoi. Et donc, elle va sur le chemin, elle n'a plus de voiture, elle est seule, et elle est avec un chien, un chat, une vache, bon. Voilà. Et elle se rend compte qu'en fait, en allant jusqu'au bout de là où elle va sur le chemin, puis boum, elle se cogne. Il y a un mur invisible. C'est n'importe quoi. Bon. Et elle fait le tour du périmètre et elle se rend compte qu'elle est coincée. Bon, ça, c'est le début du livre. À partir de là, voilà, c'est posé. Le mur est infranchissable et on ne va plus essayer par tous les moyens de casser ça, de passer outre, etc. Elle voit que de l'autre côté, c'est pas trop vivant. Puisque c'est transparent, on peut voir. Et à partir de là, ce qu'elle va développer, c'est une vie paysanne, en fait, coupée de la société humaine et extrêmement sensible aux éléments. C'est un super beau livre. Elle va chasser pour nourrir le chien. Elle va avoir un rapport au chien, au chat, à la vache qui est complètement hyper physique, aux éléments, aux météores, à la pluie, au vent. Enfin, c'est un très très beau livre, très très fort. Et puis va arriver un mec quand même, venu de nulle part, qui va faire un truc dégueulasse et elle va buter le mec. Et là, le pied. Parce que... non mais, je veux dire, voilà, on arrête. Voilà, il faut vraiment arrêter, quoi. Et c'est un truc qu'on a peut-être en commun avec Le Dernier Monde. Ce sont des livres vraiment très différents, parce que moi, je suis pas le personnage n'est pas enfermé dans la bulle, il a le monde entier, il peut tout faire, il voyage avec tous les trains, les machins, les bidules, il sait tout conduire, donc comme j'ai dit hier, et on peut circuler partout, tout est ouvert. Tout est ouvert. Il n'y a pas d'enfermement. Mais cette ouverture, elle peut être aussi un enfermement. Mais elle n'est pas ça. Mais mon défi, en fait, de départ, et je n'avais pas lu alors le livre de Haushofer, c'était de dire, contrairement à tous les récits apocalyptiques que j'avais pu lire, où il restait un mec qui rencontrait toujours une femme, pensant. Et on refaisait toute l'humanité. Mais au secours! D'abord, c'est pas comme ça que ça marche, hein, c'est complètement aberrant, cette histoire biblique. Là, on ne descend pas de deux individus, hein, faut pas charrier, quoi. Mais au contraire, justement, d'un faisceau et tout ça à voir avec une représentation de l'origine qui ne peut pas être un point. Ça peut être qu'une trame. Bon, bref, peu importe. Et voilà, et c'était ça mon défi, qui était aussi un peu effrayant, hein, parce que fictionnellement, vous tuez tout le monde sur Terre. Bon, quand vous croyez au performatif, c'est pas, je veux dire, on n'est pas confort non plus. Hein. Mais bon, après, je me disais, ça va, t'es pas surpuissante à ce point-là. L'humanité devrait survivre à ton livre. Ça a eu lieu, effectivement. Et donc, mais c'était ça, ne pas refaire l'humanité et voir ce que ça impliquait pour la Terre et les autres vivants, les autres espèces, les relations entre. Voilà, c'est peut-être le seul point commun avec Haushofer. Mais vraiment, quand le type apparaît, qui fait le truc et qu'elle le bute, je me dis, ouf.
On a eu chaud. C'est très anecdotique, justement, depuis hier, les 2 entretiens que vous avez menés. Je suis assez impressionné par la manière dont vous êtes traversé par des cultures super variées. Je me demande comment ça sort, comment ça se fait. Est-ce que c'est le quotidien comme ça et le hasard voilà, ou est-ce que c'est travailler en fonction des œuvres? J'aimerais bien savoir, par exemple, sur les mangas et les films de kung-fu, vraiment lesquels c'est, parce que on peut. Moi, j'aime bien ça aussi, donc j'en regarde. Mais par contre, j'ai jamais été voir vraiment ce qui se passait. Et c'est, enfin voilà. Et pareil sur les mangas, par exemple, lesquels vous avez lus? Est-ce que c'est ceux qui nous arrivent, ou est-ce que vous êtes dit là, il y a un truc que je rate, je vais vraiment aller au bout des choses, que j'ai l'impression quand même des fois c'est le cas. Enfin voilà, c'est un peu sur cet ensemble-là, cette masse-là d'éléments, comment ça se passe? En fait, par exemple, sur les films de sabre ou de kung-fu, j'adore ça. Donc aussi, c'est aussi un bon prétexte. Je me documente pour voir tous les films de kung-fu, tous les films de sabre, et vraiment, mais j'en ai jamais marre. Hein. Après, il y a des, alors il y a des très très beaux films de sabre. Après, je peux aller faire des. Par exemple, après une lecture de Bastard Battle, j'ai rencontré, il y avait dans l'assemblée des gens qui étaient présents, une femme qui était maître de sabre, vraiment, pour de vrai. J'avais une femme qui était prof de Jiu-Jitsu, qui était venue avec sa copine, maître de sabre. Incroyable. Enfin, une copine à elle, hein, pardon. Et elle est venue me voir après en disant, c'est pas mal, les mouvements du sabre et tout, mais viens voir mes cours. J'y suis allée et c'était génial parce qu'elle m'a montré les 10 katas, les katas qui font au sabre, et moi j'ai vu des histoires. Donc, après j'ai continué à avoir des films de sabre, etc. Mais là j'étais déjà bien imbibée. Hein, et il y a un très beau. Et eux ils m'ont dit, dans tel et tel film, les mouvements sont justes. Donc Kill Bill, c'est n'importe quoi. Mais par exemple, Après la pluie de Kurosawa, les mouvements sont justes, l'esprit est juste, les katas sont les bons. Voilà, par exemple, tu vois. Dans Le Sabre du Mal, c'est très beau aussi. Et voilà. Mais j'en vois des tonnes. Je vois des trucs très mauvais, des trucs moyens, des trucs qui sont des chefs-d'œuvre. Et c'est une espèce de boulimie quand même. Mais ça se passe très très bien. Hein. Enfin, je veux dire, ça se passe assez naturellement. C'est comme quand on lit, on commence à avoir des références. Les livres enchaînent les livres. Voilà, on commence à se dire, ah, mais elle parle de, tiens, ça, ou dans l'exergue, ou en référence. Donc, on fait son chemin comme ça dans les lectures. Dans les films, c'est un peu pareil. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Tout ne m'intéresse pas, mais beaucoup de choses m'intéressent. Et je regrette beaucoup d'être monolingue. Parce que je trouve que c'est très étroit, comme d'avoir une seule langue. Il faudrait en parler 15 ou 20 quoi, pour commencer à capter quelque chose. Et donc, comme j'en pratique qu'une vraiment, et encore, hein, diraient certains, j'essaye de faire rentrer toutes les autres dedans, quoi, comme si voilà, c'était un entonnoir à langue ou à conception humaine du monde, et que exactement comme la littérature ou les histoires sont enfin voilà, d'abord je fais une grosse cueillette. Et après, je ne sais plus quoi tout faire de tout ça, et puis par où ça va passer en tout petit, par la toute petite sortie qu'est la ligne et le langage, finalement. Et je fais ça avec les langues aussi. C'est pour ça que dans Bastard Battle, à l'époque, il y avait aussi c'était anglo-saxon, donc les gens, ils se parlaient une espèce de sabir mélangé, où il y avait de l'anglais, de l'allemand, et donc dans Bastard Battle, au moins, il y a trace de ces différentes langues. Et c'est vrai que j'essaye de basculer toutes les langues dans le français, ce qui n'est pas bien du tout. Hein. Faut pas faire ça, c'est complètement
Enfin, c'est n'importe quoi, mais au moins ça fait du bien aux Français. Enfin, je trouve. C'est mon avis. C'est pas un avis de puriste. Mais c'est un avis de pratiquante. Alors, comme hier, je vous remercie de cet échange. Et comme hier, je vais un peu demander des questions voilà, qui importent au master. Mais déjà... Chaque fois, j'entends Minster. Et... Un Minster, aussi, un peu Minster. Oui. Mais déjà, j'étais très heureuse d'entendre qu'on parlait de vaches aussi aujourd'hui, par rapport à hier, c'est génial. Mais en fait, on a beaucoup parlé de latence aujourd'hui. C'était un peu le thème phare, je crois. Donc j'ai appris aujourd'hui ce que ça voulait dire. Oui, ouais, c'est bien. Et vous avez par contre beaucoup parlé de suspension. Donc c'est un peu, pour moi, du coup, la définition de latence. Après, vous pouvez me corriger. Et je voulais savoir si on pouvait dire que en littérature, la latence, c'est sexy. Alors, je vais avoir un petit problème à vous dire, c'est carrément sexy. Parce que la latence, pour moi, je sais pas, moi je sais pas ce que c'est. Et c'est pas, enfin oui, et c'est quand même une sorte de stase ou de moment arrêté, qui, pour moi, n'est pas tout à fait la suspension. Vous voyez, c'est comme un liquide qui serait au bord de l'ébullition, mais qui n'y arrive pas. C'est une image, hein, parmi. Ou, voilà, voilà, bon. C'est un mot que j'aime pas beaucoup. En plus, ça fait penser à l'étance, tout ça. Bon. Et c'est pas trop mon truc. Donc, dire que c'est sexy, je crois pas. Hein. Enfin, c'est pas sexy pour moi. Hein. Ça peut l'être. Hein. Ce qui est sexy en littérature... Qu'est-ce qui est sexy en littérature ? La pornographie, c'est sexy en littérature. Non, mais j'ai vraiment pensé à un moment que la seule littérature réellement performative, c'était la pornographie. Parce que là, il y a un effet immédiat sur le corps du lecteur. Vous savez, les livres qu'on lit qu'à une main. Il y a un excellent auteur, hein ? Mais c'est très difficile à faire. C'est très, très difficile à faire. Il y a des bouts hein, dans mes bouquins quand même. Mais il y a... Comment il s'appelle Oh là là, il faut que je vous le retrouve. Il est génial. C'est un auteur américain chez Bourgois. Aidez-moi. Ça va me revenir. Et c'est une super belle pornographie, très très marrante, très intelligente. Parce que pareil, ça a tout à voir avec la suspension. Le type, il regarde sa machine à laver qui tourne. Tout à coup, elle s'arrête. Il se rend compte que tout s'est arrêté. Et il y a une nana sur la plage qui est en train de lire un bouquin et qui est à moitié à poil, tout ça. Et lui, il va piquer le bouquin et écrire des trucs pornographiques dedans. Il va lui remettre le bouquin, il va relancer la machine. Et il va regarder ce qui se passe. Évidemment, la nana, ça l'excite. Enfin, bref, et après, c'est un truc de voyeur. Et tout le livre est comme ça. Mais c'est vraiment une réflexion sur ce que fait la littérature. Et là, évidemment, dans cet exemple-là, c'est très flagrant ce qu'elle fait. Et il y a vraiment un moment où je me suis demandé si ce n'était pas là le vrai chemin à prendre dans une carrière littéraire. Ça va peut-être venir. Hein. C'est assez drôle parce que dans l'atelier d'écriture qu'on a eu avec Olivia Rosenthal, elle a mentionné, enfin, elle cite un de ses livres, je ne sais plus lequel, où justement, c'est celui sur le cinéma, les entretiens sur le cinéma. Je ne sais pas, je crois pas. Oui, le truc avec les larmes. Mais et elle dit que justement, comme vous dites, en fait, écrire de la pornographie, ce serait le plus attractif pour l'être humain, en fait, le plus intéressant. C'est ce qu'on voudrait lire, en fait.
Enfin, à peu près. Je sais très mal reformuler ce qu'elle m'a dit, mais c'était un peu ça. Donc, faudra retrouver la page, mais c'est écrit dans son livre. Ouais. Et ce qui est sexy en littérature, mais c'est des histoires de rythme aussi, de changement de rythme, d'accélération, de surprise. Comment on arrive au détour d'une phrase à être bougé, ou être surpris, à être saisi, voilà. Ou comment on arrive à avoir une sensation grâce à une phrase. Ça, c'est sexy. Et c'est pas forcément une sensation sexuelle. Ça peut être une matière. Moi, ce que j'adore, c'est l'imaginaire concret. Il y a un très beau livre qui s'appelle, chez Verdier, La Tourmente. Tout petit. C'est une espèce de conte russe qui s'appuie vraiment sur toute une tradition du conte russe. Et lui, il invente des matériaux. Mais comme ça, je veux dire, c'est pas le but du jeu. Hein. C'est toute une pérégrination avec des petits chevaux. Enfin, c'est super beau, c'est vraiment super beau. Et on sent le feutre qu'il décrit, qui n'est pas un feutre. On le sent. On l'a sous les doigts. Voilà, ça c'est super sexy pour moi. Ou Stanislas Lem, quand l'océan prend des formes démentes, qui sont les formes de l'inconscient, ça c'est super sexy. Ça c'est vraiment super sexy. En tout cas, merci de prendre mes questions si sérieuses. Je vous remercie. Déjà pour cette réponse super intelligente à une question qui peut paraître un peu rigolote au départ. Moi, je me demandais, Monsieur Piccialo parlait de votre relation au cinéma. Vous parliez de ce qu'on fait et ce qu'on fait pas en littérature. Et je me demandais, et vous parliez, vous, de votre amour du cinéma, en tout cas du cinéma de Sabre. Et je me demandais si... moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport au temps, justement, qui est différent entre le cinéma et la littérature. Et je me demandais si pour vous, du coup, écrire, au lieu de réaliser, au lieu de prendre en photo, c'était pas aussi un moyen d'être... on parlait de suspension, d'être un peu maître du temps. Et aussi le rapport au lecteur, parce que moi, je préfère lire à regarder des films, par exemple. Ah, ça c'est... Ouais. Pardon. Il n'y a pas de problème. Je vais l'éteindre. Oui, continuez. Hein. Ouais. Moi, je préfère lire à regarder des films parce que je peux aller aussi vite ou aussi lentement que je veux. Et je me demandais si, pour vous, c'était pour ça que vous écriviez et que vous n'étiez pas réalisatrice, par exemple. Oui, alors je ne pourrais pas du tout être réalisatrice parce que d'abord, il faut une équipe. Vous avez compris que le collectif, c'est pas mon truc. J'adore travailler toute seule parce que quand j'ai quelqu'un à engueuler, je m'en occupe et je règle le problème assez rapidement. Il faut plein de fric. J'en ai pas. Quand vous écrivez, vous prenez un cahier, un crayon, c'est bon. En gros, ça vous revient à 2,50 €, c'est encore abordable. Bon, après, il faut plusieurs cahiers, plusieurs crayons, mais bon, ça reste, par rapport à un budget ciné, ça va. Et effectivement, la durée est complètement... Le cinéma est un art de la durée, comme la musique. On ne peut pas écouter une musique en dehors du temps. On ne peut pas lire en dehors du temps. On ne peut rien faire en dehors de l'espace et du temps. Mais il y a des façons de réguler ça. Après, dans le cinéma, dans 2 heures de cinéma, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4. Quand les films sont très, très chiants, par exemple, les 2 heures, elles durent 4. Le temps, la sensation du temps est toujours élastique. Néanmoins, dans le cinéma, c'est très contraint. Les formats sont assez contraints. Après, tout l'art est de, effectivement, développer aussi des espaces de temps ou des kystes de temps à l'intérieur d'un format donné, ce qui est possible, hein, mais c'est un art, effectivement. Et... vous savez, mon truc, c'est la langue. C'est pas ma matière, c'est la langue. C'est la langue écrite, c'est la langue parlée. C'est pas l'image. Et même s'il y a des images, si je fais voir des choses, mais je les fais voir à travers la langue. Et rien ne me dit que ce que vous voyez en lisant, c'est ce que... Ouais. Quand vous parlez à différents lecteurs, ils voient jamais... Personne ne voit la même chose.
Moi, je sais ce que j'ai mis. Je suis quand même un petit peu vigilante aux images que j'invoque. Mais je ne suis pas maîtresse de ces images-là. Au cinéma, il y a un type en costume, il appelle ça un type en costume. Alors, je ne dis pas que chaque spectateur le voit de la même façon, ce n'est pas vrai non plus. Néanmoins, on est plus proche d'une sorte de représentation objective. On n'y est pas tout à fait, hein, mais on est plus proche. L'image mentale littéraire, elle est beaucoup plus ébouriffée et beaucoup plus labile que ça. Et ça, c'est très intéressant. Ça participe de l'espace littéraire dont je parlais, cette espèce de brume consistante où on se déplace librement malgré la contrainte de la langue, du langage, voilà, où il y a une grammaire, il y a une syntaxe. Mais s'il n'y avait pas tout ça, on serait toujours à borigmé, quoi. Et ce serait très bien, hein, mais on a perdu la capacité. Et qu'est-ce que c'était la question exactement ? Oui, non, je pourrais vraiment pas être cinéaste. Oui, mais il y a très peu de cinéastes. Vous savez, quand quelqu'un trouve son médium, absolument, et ça se voit tout de suite. Des gens qui, au lieu d'être cinéastes, auraient pu faire de la BD ou écrire des machins, ou voilà, je sais pas. Et des gens qui, ça se voit tout de suite. Et par exemple, Kurosawa, c'est un cinéaste. Vous regardez son premier plan des 7 samouraïs, c'est une œuvre. Même les 5 premières minutes, c'est une œuvre en soi. Il y a beaucoup de gens qui filment qui ne sont pas cinéastes. Ça donne autre chose. C'est pas gravissime, mais quand quelqu'un a sa matière, son médium, sa forme, je ne sais pas comment dire, son noyau d'énergie aussi, ça ne peut pas être un autre. Enfin, je crois pas. Ouais, je pensais... après, je vous dis pas d'être réalisatrice ou je ne vous posais pas forcément cette question vraiment, mais c'était sur le rapport au temps que vous aviez et c'était pour ça que vous étiez allé vers la littérature. Parce que quand j'ai lu certains de vos livres ou des extraits, des choses comme ça, il y a quelque chose de très visuel et en même temps, on parlait de suspension, c'est carrément ça. Et c'est pour ça de très cinématographique, alors que je ne sais vraiment pas comment expliquer, mais oui, le rapport au temps, en fait, moi, ça m'obsède vraiment, cette question-là. Mais en littérature, en tout cas, vous pouvez lire et relire. La lecture, voilà, évidemment, l'idée c'est de lire la première ligne et toutes les autres lignes jusqu'à la dernière ligne. On ne fait jamais ça. Et ça n'est pas comme ça qu'on lit d'ailleurs. On lit en photographiant la page et en prenant déjà des repères sur des chapitres. Et quand on lit à voix basse, enfin à voix intérieure, il y a tous les machins du larynx qui bougent quand même. C'est génial. Donc c'est à la fois un repérage spatial, physique, un déplacement dans l'espace de la page, visuellement, et une vocalisation intérieure. Donc ça fait vraiment beaucoup agir le corps. Quand moi j'écris, je fais ce que je veux avec tout comme je peux. Avec le temps aussi, effectivement, cette histoire de futur antérieur, cette histoire de passé, présent, de mélanger, voilà. Bon. Mais quand vous lisez, c'est une action qui vous appartient. La façon dont vous allez le faire, ça vous appartient. Je disais l'autre jour que je ne voulais pas que Olympia soit imprimée. Je ne voulais pas, parce que je voulais que ce soit un flux sur lequel on ne revient pas. Quand vous écoutez une pièce de musique, vous n'êtes pas toutes les 30 secondes à revenir en arrière, ou alors, voilà, vous êtes en train de mixer. Mais non, mais c'est ça. Alors qu'en littérature, vous pouvez revenir en arrière, vous le mixez, mais vous êtes en train de lire. Et c'est ça l'acte de lecture. Même si vous êtes en train de mixer le texte, vous le lisez. Et ça peut être... quand je dis que c'est un acte et que c'est engagé, c'est aussi dans ce sens-là. Et que ce n'est pas vous qui créez le texte, hein, c'est vous qui le lisez. Mais lire, c'est déjà... comme disait l'autre, c'est l'autre revers de la pièce de l'écriture. Hein, c'est la même pièce. Et donc, quand vous pouvez revenir sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous voulez réentendre. Moi, ça m'arrive souvent. Je veux dire, quand je trouve une phrase belle, je la relis aussitôt. Je peux la relire 15 fois avant de continuer.
Et puis je peux revenir 3 pages après à cette phrase-là. C'est ça la lecture aussi. Voilà. Et donc, ça, au cinéma, c'est pas possible. Ou alors vous faites un truc qui est hyper... tout mixé aussi, mais bon, ça n'est pas possible. C'est un temps qui a un début et une fin. Comme je disais, là, avec les livres, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Quand je commence un livre, on ne commence pas au début, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de début. Personne n'a un début. Enfin, je veux dire, quand vous arrivez au monde, il est déjà bien débuté. Et puis vous-même, vous êtes déjà bien débuté. Donc... Après, on dit « Oh, mais le roman traditionnel, la marquise sortie à 5 heures, ça, c'est un vrai début. » Bah, pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une marquise, 5 heures de l'après-midi? C'est déjà tout débuté. Mais ça, c'est vrai pour un film aussi. Oui. Il y a quelque chose avant et après. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais vous arrivez... Oui, bien sûr. Mais vous arrivez au début du film et vous allez subir d'une certaine façon, ou être obligé nécessairement de suivre le déroulé absolument du film. Dans le livre, vous arrêtez, vous revenez, vous sondez en avant, en arrière. Il y a un temps, le temps de la lecture qui est tout à fait à votre charge, je dirais. Oui, et vous posez le machin... Vous le reprenez. Je veux dire, ça ne nécessite pas non plus une salle de cinéma, un projecteur, de l'électricité. Enfin, le livre, c'est juste génial. Hein. Ben oui, c'est plus que la liseuse. Hein. Il y a un monsieur qui lève la main, puis après on arrête. C'était qui La performance ce soir. Non, je comprends bien. C'était pour rebondir sur cette idée que je trouve belle. En plus, dans le roman, le cinéma, normalement, ça se fait à plusieurs avec une équipe, mais ça se voit souvent à plusieurs. On va au cinéma, on est à plusieurs. Tandis que le roman, a priori, c'est très dur de le lire à deux. Il y a toujours un qui va moins vite que l'autre. Et donc, je me demande si aussi ça joue pas sur les thèmes eux-mêmes. C'est-à-dire, pour moi, le roman, ça parle beaucoup plus souvent de solitude que le cinéma. Enfin, voilà. Et les deux autres petites questions très techniques, c'était, vous parliez tout à l'heure de carnets. Est-ce que justement vous écrivez sur des carnets ou plutôt sur ordinateur? Et la petite dernière, c'était oui, par exemple pour Bastard Battle, est-ce que chaque phrase vous la travaillez en essayant qu'elle ressemble justement un petit peu à des phrases du Moyen-Âge, ou est-ce que vous avez d'abord beaucoup lu, puis après c'est arrivé tout d'un coup parce que à force de... Ouais, tout d'un coup, faut pas charrier. Hein. Mais j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Je me suis mise dans le tempo et la sonorité de cette langue-là en lisant des chroniqueurs, en lisant Villon évidemment, en lisant des gens qui avaient vraiment écrit dans cette langue-là et en repérant les rythmes, etc. Après les phrases, je me lance. Je trouve cette langue, je suis déjà tympanisée en fait. Je suis dans ce bain-là et j'y vais. Maintenant, je trouve pas toujours... Pour Bastard Battle, c'était assez flagrant. J'avais une rythmique, j'avais un début de phrase, un sens, et puis il me manquait ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ben, je laissais ta-ta-ta, ta-ta-ta. On verra plus tard. Et je continuais parce que j'avais la suite. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. Question très technique, j'écris avec des crayons sur des cahiers, à différents formats, mais toujours à petits carreaux, pas trop ancrés. Voilà. Et après, je retapais, et maintenant j'en ai jusque-là de retaper. Donc, s'il y a des étudiants... enfin, vous voyez. Voilà. Merci. De rien. Peut-être qu'on va vous remercier pour cette belle fin de journée d'études. Journée d'études pas tout à fait terminée, puisque dans une demi-heure, en 32 minutes, il y a la performance qu'on attend tous et toutes du côté du planétarium. Donc il va y avoir une petite demi-heure de battement. C'est les salles Galilée, pardon. Ouais, c'est vrai que je me suis un peu désengagé je me suis un peu désinterrogé sur le truc, puisque malheureusement, je dois
la SNCF m'empêche de voir cette performance. Je en veux beaucoup. Et pas que pour ça, mais entre autres pour ça. Donc, à nouveau, Madame Châtelet, Madame Minard, merci. Et puis encore une fois, merci au public. Ouais, Monsieur Massère n'a pas fait grand-chose. Et encore une fois, merci aux étudiantes et aux étudiantes qui ont mené vraiment de fort belle manière cette semaine de rencontres. C'était vraiment chouette à suivre. Et puis, il y avait de jolies questions et ça fait toujours plaisir aussi de voir que ça continue de travailler dans les têtes. Merci pour vos questions aussi. Monsieur Bicchialo, vous voulez dire un truc? C'est un truc très technique, c'est dire que ça a été filmé, enregistré. Ça sera disponible dans une quinzaine de jours à peu près. Voilà. Sur le site de l'Espace Mendes France, si jamais vous voulez revoir, noter précisément les formulations et les blagues de Céline Minard, par exemple. Et là, par contre, comme c'est pas du cinéma, là, vous pourrez revenir faire du rewind, des trucs comme ça, et vous allez pouvoir mixer du Minard. Et vraiment, ça me plaît pas particulièrement. Vous avez compris. Merci à vous et bonne suite. Pas du côté du planétarium, donc voilà. Merci.